Celui qui me filme, parce qu'on c'est lui qui m'avait, c'est avec lui qu'on était parti chez Simone Gbagbo. Bienvenue au Cameroun. Voilà. Tu as mangé le ndolé déjà? Ah, ils sont contents. Oui, il a déjà mangé le ndolé. Allez, merci bien. Allez, ce matin, nous accueillons un homme, pas n'importe qui, Charles Blé Goudé, le chouchou des Camerounais, il faut le préciser. Le vrai chouchou des Camerounais. Oui, bien sûr. On l'avait annoncé et puis bien de gens se demandaient est-ce qu'il viendra, est-ce qu'il viendra pas. J'avais dit, connaissant Charles Blé Goudé, il viendra. Et puis Charles Blé Goudé a tenu à venir à Radio Balafon ce matin. Monsieur Charles Blé Goudé, merci d'être là. Bonjour. Merci, bonjour. Bonjour Cyril. Alors ça fait, il y a quelques temps, nous recevons ici l'un des responsables du COGEP qui est venu, qui est en tournée au Cameroun de prise de contact. Et puis, il nous avait annoncé, le président Charles Blé Goudé vous rendra visite. Il tient à venir dire merci aux Camerounais. Et on se demandera si c'est pour cette raison que vous êtes là. Oui, c'est la raison unique pour laquelle je suis là. Je suis là pour traduire toute ma gratitude au Cameroun dans sa globalité. Mais aussi, il y a des singularités aussi. Au moment où j'étais dans les mains de la prison de Scheveningen, à la CPI, les Camerounais ont été à mes côtés. Et certains ont prié pour moi, d'autres ont battu le pavé. Il y en a qui ont donné de la voix sur les plateaux de télévision. Ils sont nombreux. Je suis venu pour traduire toute ma gratitude à ce peuple frère qui m'a porté dans le cœur, qui m'a épaulé, qui m'a donné de la force. Parce que voyez-vous, quand vous êtes incarcéré dans une cellule, le seul fait de savoir que dehors, il y a une opinion qui vous supporte, qui vous soutient, là où on vous a présenté à la communauté internationale comme un criminel, cela vous donne une force. Comment saviez-vous que le Cameroun était derrière vous? C'est vrai qu'il y a eu quelques mobilisations, on a vu des gens partir d'ici pour la haine, pour suivre des procès, surtout l'ouverture des procès. On a vu des gens acheter des billets d'avion, mais comment vous, dans 4 murs, dans une cellule comme celle-là de haute sécurité, vous avez été au courant de cette énergie que les Camerounais vous insufflaient? Oui, moi je m'étais organisé à la Cour pénale internationale. Je n'ai jamais voulu être coupé de l'actualité de mon pays, mais aussi de mon continent. Voilà. Et au sein de mon équipe de défense, il y avait ce qu'on appelle les case managers. C'était des jeunes dames qui étaient là au sein de mon équipe. Et j'en avais 2 à qui j'avais confié la tâche de faire le tour de l'actualité. Et puis, tous les jours à 13h, elle m'apportait ma lecture pour que je puisse m'imprégner de l'actualité. Et je savais, tout ça à travers ce mécanisme que moi-même j'avais mis en place, que je su comment les Camerounais me soutenaient, mais aussi, ils me rendaient visite. Ah oui. Puisque moi, j'acceptais toutes les visites. Vous savez, à la CPI, il y a une procédure, quand vous arrivez, quand quelqu'un veut vous rendre visite en prison, d'abord, il y a ce qu'on appelle la notification de demande de visite. Quelqu'un veut vous visiter. Donc, on vous demande sur ces fiches-là, on vous donne le nom de la personne, on vous demande si vous connaissez la personne. Et ensuite, il y a l'autre fiche qui arrive, qui est l'acceptation des visites. Vous acceptez de recevoir la personne. Moi, j'ai demandé au directeur de la Cour pénale internationale s'il peut supprimer la première étape, qui consiste à savoir si vous connaissez ceux qui vous rendent visite. J'ai dit, moi, tout le monde me connaît, mais je ne connais pas tout le monde. Mais tous ceux qui demandent à me voir parce que je suis en prison sont les miens. Qu'ils soient camerounais, qu'ils soient ivoiriens, tchadiens, burkinabés, ce sont les miens. Donc à partir de là, je savais ce qui me rendait visite, des gens que je découvrais là pour la première fois. Voilà comment je suis que les Camerounais étaient avec moi. Et quand nous allons en audience, il y a la salle, la galerie publique qui est là. Ils venaient souvent avec leurs drapeaux. Donc je savais, on m'envoyait souvent les photos des marches. Je savais, les Camerounais ont été là. Mais qui plus est, il y a une des vôtres, une fille du Cameroun, oui, qui aussi m'avait rendu visite. Mais quand elle me rendait visite, je ne savais pas qui elle était. C'est alors, lors de notre entretien, qu'elle me dit qu'elle est avocate. Elle est avocate du Cameroun et qu'elle veut donc aussi défendre ma cause. Mais cette fois-ci, dans le prétoire. C'était Maître Joseph Kadi.
Justement, lorsqu'elle est revenue de la CPI, elle a été chaleureusement accueillie à l'aéroport par tous les partisans, par les fans de Charles Blé Goudé. C'était une effervescence. D'ailleurs, sur Balafon, il nous avait accordé une interview de première impression. Et lorsque vous êtes acquitté, c'est elle qui est célébrée. Alors, Charles Blé Goudé, quand on va à la CPI, quand vous y alliez, vous saviez que vous en sortirez blanchi? Je ne dirais pas ça comme ça. Parce que vous savez, il y a la vérité factuelle et il y a la vérité judiciaire. C'est différent. La CPI étant connue comme un gourdin judiciaire, c'est-à-dire qu'une juridiction mise en place pour s'adapter à l'évolution du monde. Avant, nos parents étaient enchaînés et transportés. Cette fois-ci, on nous transporte mais pour d'autres raisons. Donc tout a été enrobé, embelli, mais c'est toujours la même chose. Parce qu'au bout de compte, vous vous rendez compte que ce sont seulement les Noirs qui étaient là-bas, les Africains qui étaient là-bas. Donc vous pouvez avoir raison, vous pouvez avoir la vérité avec vous, et on peut vous condamner. Juste parce que c'est une maison qui reçoit les dirigeants africains indociles. Mais une chose était sûre, j'avais avec moi 2 armes. La vérité et puis mes convictions à moi, ma détermination. C'est pourquoi, dès ma première prise de parole, le 27 mars 2014, on appelle ça l'audience des premières comparutions, j'ai dit au procureur de la CPI, je lui ai dit, je n'ai pas souhaité, ce n'était pas une demande, c'était une information. On m'a dit que quand on vient ici, on ne repart jamais. Et que la CPI est un voyage de non-retour. Eh bien, Madame Bensouda, je vous informe que je partirai d'ici. Vous pouvez le noter. Et j'ajoute, je suis content d'être là. Un prisonnier qui est content d'être là. Il faut le noter. Et je lui dis, je veux que la vérité éclate pour que les murmures se taisent à jamais. Les discours sont publics. D'accord? La prison, ça dure. Lui ai-je dit. Mais ça ne dure pas éternellement. C'est là que ça se passe. Monsieur Cyril, voilà ce qui m'animait moi en partant à la CPI. Maintenant, est-ce que les juges iraient dans mon sens? Je n'en savais rien parce que il y avait d'abord ce qui m'avait dévancé. Une caricature. Un criminel arrivé. Et c'est là que les marches de nos concitoyens ont pris tout le sens. Des criminels emprisonnés. Et les médias au niveau international avaient déjà fait le relais. Et puis le week-end, chaque samedi, il y a une marche. De nombreuses personnes qui viennent réclamer notre libération. Ça a amené d'abord les gens à s'interroger. Mais qui sont ces criminels qui ont tout ce soutien-là? Souvent les samedis, c'était les gardes des prisons eux-mêmes qui venaient toquer à nos cellules. Ah, vos gens là sont encore là, hein? Et je l'ai senti dans le traitement qui nous était réservé à la CPI. Au début, c'était un système, un régime dur. Les gens nous regardaient de haut. Mais au fur et à mesure que les marches se multipliaient, ils ont commencé à savoir qu'ils avaient des gens qui étaient l'espoir d'un continent dans leurs mains. Et donc le respect a commencé à s'installer. Voilà. Donc moi, c'est vrai, j'étais convaincu que j'étais innocent parce que j'ai jamais pris d'armes, j'ai jamais tué qui que ce soit. Mais bon, c'était pas moi qui décidais. À la fin, la vérité a triomphé et puis me voici devant vous. Mais justement, M. Charles Blé Goudé, une fois qu'on sort de la CPI, est-ce qu'on voit ses convictions panafricanistes? Est-ce qu'on revoit ses positions? Est-ce qu'on reste encore ce dur panafricaniste qu'on a été avant d'aller en prison? Non, moi, je ne suis pas un dur panafricaniste. Moi, je suis panafricaniste. Voilà. Moi, je ne suis pas un dur panafricaniste. De l'extrême gauche panafricaniste, la gauche panafricaine. Non, moi, je ne suis pas d'une gauche ou d'une droite panafricaine. Moi, je suis panafricain. Point. Voilà. Parce que c'est le lieu pour qu'on en parle, si vous voulez. Bien sûr. Voilà. Moi, j'ai toujours voulu
que l'Afrique existe d'elle-même, qu'elle se développe selon ses propres paradigmes. Et pour le dire, je n'ai pas besoin d'être dur ou mou. Je le dis, je l'exprime. Et puis, dans mes agirs, on le sent, on le voit. Je m'oppose avec les méthodes démocratiques à ce que je trouve être injuste. Je veux qu'on prenne en compte la position de l'Africain. Je suis pour que on ne peut pas coiffer quelqu'un en son absence. Demandez-lui au moins le genre de coiffure qu'il veut. Voilà. Et donc, quand les gens vont se réunir en notre nom, qui portent notre voix à l'ONU ou dans les instances internationales, je me pose à ça. Pour le dire, je peux sourire pour le dire, mais je le dis. Pour le dire, je peux manifester mon opposition. Donc, je ne suis pas un panafricaniste dur ou mou. Je suis panafricaniste. Mais ce courant, il a porté de plus en plus dans les discours politiques, il revient. Lequel courant? Panafricain. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a un élan. Il y a un élan de panafricanisme qui plane. Il y a un printemps panafricaniste qui plane aujourd'hui sur le continent et que plus personne ne peut arrêter. Mais il faut toujours y avoir des précurseurs. Nkrumah, Sankara, prêtez-moi les noms, oui. Lumumba, Nyerere, voilà. Et puis après, nous, on n'a plus le relais en Côte d'Ivoire. Mais la difficulté, c'est que au moment où, dans les années 2000, nous, on prenait le relais, la plupart de nos pays voisins et autres africains nous avaient lâchés, il faut le dire. C'est d'eux que les adversaires se sont servis pour nous affaiblir et nous amener à la CPI. Ils applaudissaient même. Mais le plus important, c'est que quand vous portez une idée novatrice, vous êtes incompris dès le début. Aujourd'hui, vous le dites vous-même, ça porte ses fruits. Le changement est amorcé. Plus personne ne peut arrêter cet élan. Et moi, je voulais saluer cela. Les idées ont commencé à être comprises. Donc, je suis fier de ça et j'encourage cet élan. Mais Charles Blé Goudé, lorsqu'on vous décrit, lorsqu'on demande aux universitaires de décrire Charles Blé Goudé, comme David Eboutou, lui dit c'est d'abord un homme qui a la force de ses idées. Alors, à ce moment-là, la Côte d'Ivoire était presque isolée. Parce que le président Gbagbo et vous défendiez voilà, une autodétermination de l'Africain et une place importante dans le Conseil des Nations. Des pays de la CEDEAO qui faisaient front contre vous, ces deux personnes, sont tombés au fur et à mesure entre les mains des putschistes, aujourd'hui qui ont un discours panafricain. Vous regardez ça, vous attendiez ça en moins de 10 ans, comme ça, que ce vent tourne aussi rapidement? Non, ce qu'il faut éviter, c'est de devenir des panafricanistes occasionnels. Ce panafricanisme d'opportunisme, il faut le combattre. On est avec le bourreau quand cela nous arrange. On tient des discours panafricanistes juste parce qu'on veut manipuler le peuple pour avoir un soutien. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Pour moi, que je sois ivoirien, quand une situation se passe au Cameroun, au Togo, au Ghana et ailleurs, que je pense que cela met en cause les fondamentaux du panafricanisme, je dois me dresser, je dois soutenir. C'est cela qu'il faut faire. Quel est le combat panafricain que nous menons? Parce que tout le monde parle de panafricanisme, ça va dans tous les sens. Aujourd'hui, pour se faire applaudir, il faut seulement venir sur les plateaux, je suis panafricaniste, alors que dans les actes, dans le comportement, c'est tout à fait le contraire. Les gens sont colonisés dans leur esprit. Souvent même, les gens ne viennent même pas les chercher. C'est eux qui vont toquer à la porte. Nous sommes maintenant dans un esclavage volontaire. Voilà. C'est ça qu'il faut combattre. Pour le reste, nous devons mettre en place, et nous sommes en train d'y travailler, ce que nous avons appelé l'internationale panafricaine, qui peut doter cet instrument-là d'une charte qui a des valeurs, qui a des principes, qui a des objectifs, qui détermine les méthodes de combat aussi. Parce que sans méthode, il n'y a pas de victoire. C'est à cela que nous travaillons. Mais nous encourageons le panafricanisme sur tout notre continent pour que la chaîne de solidarité puisse se mettre en branle. Parce que l'Afrique, avant tout, nous vivons dans une société qui encourage la solidarité. Alors, Charles Blé Goudé, restez avec nous, on vous en prie, parce que les Camerounais nous sommes assaillis, autant sur les messages, ainsi de suite. Je vous fais écouter une chanson
qui a été écrite par un Camerounais, qui a été lui dit censuré. Cette chanson a été composée, peut-être vous ne l'avez pas entendue. C'est un de vos soutiens qui vit dans une ville du Cameroun qu'on appelle Loum. Joe la conscience. Joe la conscience. Voilà, son en nom. tout cas, Joe la conscience, si vous m'attendez, salut à vous. Salut à vous. Écoutez ce qu'il a chanté il y a quelque temps. Libérez, libérez Laurent Gbagbo. Libérez, libérez Simone Gbagbo. Rendez-nous Charles Blé Goudé. Libérez la Côte d'Ivoire. 4 longs mois qu'elle a duré la résistance. D'énormes courageux face aux machines de guerre de Babylone. 4 longs mois que Laurent Gbagbo s'est battu pour faire respecter la constitution de son pays. 4 longs mois que Charles Blé Goudé, les patriotes ont démontré que l'Est de Lumumba est encore vivant. 4 longs mois qu'Obama et Sarkozy ont tout fait pour recoloniser la Côte d'Ivoire. Une nouvelle page de l'histoire de la lutte pour l'indépendance totale de l'Afrique est en train de s'écrire en Côte d'Ivoire. Oh, un président élu s'est vu arrêté et humilié, tout simplement parce qu'il est un nationaliste, jaloux de la liberté véritable de son pays, et qui a décidé de sortir la Côte d'Ivoire de cette néocolonialiste de la France-Afrique. Laurent Gbagbo, qui montagne héros, s'est battu pour faire de la Côte d'Ivoire une démocratie. Pendant que le garçon de course de Sarkozy soutient la dictature d'Houphouët-Boigny, est aujourd'hui la victime d'une vaste conspiration occidentale dont la finalité est la... Alors Joe la conscience dans cette chanson qui est bon... très engagé pour ramener Charles Blé Goudé. Alors, quand vous entendez ce Camerounais, peut-être que vous ne connaissiez pas, vous connaissiez peut-être pas avant, qui chante Libérer Laurent Gbagbo, ramenez-nous Charles Blé Goudé, une fois que Charles Blé Goudé était déporté à la CPI. Alors, il y a des soutiens comme ça, dont vous n'étiez pas au courant, que vous découvrez dans cette émission. Ça vous fait quoi, Charles Blé Goudé? Voilà, c'est de cela que je parlais tout à l'heure. Il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on entend et il y a ce qu'on ne voit pas. C'est toute la beauté de ce combat qui est là. Savoir que du fond d'un pays comme le Cameroun, dans un village, il y a un Joe, le conscient ou la conscience. Oui. Qui... Moi je l'appelle pour Joe le conscient, oui. Mais son nom d'artiste, c'est Joe la conscience. Qui dénonce cette injustice que nous avons vécue. Et même au-delà de Joe la conscience, il y a certainement d'autres Camerounais, d'autres Sénégalais, d'autres Burkinabés dont on n'entend pas la voix, mais qui soutiennent le combat. Et ce qui est curieux est qu'une fois la CPI, il a chanté Ramène-nous Charles Blé Goudé. Quand vous sortez de prison, il chante Charles est de retour. Il refait une autre chanson et il fait le clip. Ah oui. Il est menuisier de formation, en fait de profession. Moi je voulais ici lui dire merci pour son combat. Mais Charles, dites-nous à nouveau. Quand vous touchez les cœurs des gens qui sont pas à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua, mais qui sont dans des petites villes du Cameroun, dans ces zones rurales, depuis la Côte d'Ivoire, vous vous demandez mais qu'est-ce que je fais pour que mon discours aille aussi loin, touche les gens dans des coins aussi reculés, qui voient rarement la lumière de la lumière. C'est là que les leaders doivent rester calmes, sereins, ne pas confondre le combat qu'ils mènent, l'espoir qu'ils portent avec leur personne. Parce que la frontière, elle est étroite. Et ça vous transforme tout de suite à quelqu'un qui devient imbu de sa personne. Ce qu'il faut faire, c'est qu'à travers ce soutien connu, c'est un appel à la responsabilité. Cela veut dire que les gens ont confiance en vous. Ils espèrent que demain, vous réussirez à faire aboutir ce dont ils rêvent. Voilà comment moi je conçois ces soutiens que je ne connais pas. Alors, Charles Blé Goudé, on a 3 préoccupations que vous allez nous donner avant de partir. Nous parlerons de la justice internationale et l'Afrique, parce que c'est une question qui revient. D'ailleurs, David fait le tour des universités africaines pour promouvoir le panafricanisme avec les mots qui sont les siens. Nous parlerons, on a parlé de Charles Blé Goudé, le Cameroun, on parlera de Charles Blé Goudé et Gbagbo, Charles Blé Goudé et la Côte d'Ivoire, et on parlera du Sénégal.
Allez, avec nous justement Marie-Flora Massana, docteur David Eboutou, qui est d'ailleurs le conseiller de Charles Blé Goudet pour l'idéologie panafricanisme. Alors docteur, merci d'être avec nous ce matin. Merci. Voilà, vous nous observez depuis. Alors nous souhaitons justement vous demander de faire le lien entre l'idéologie du panafricanisme et le COGEP de Charles Blé Goudet. Non, mais l'idéologie du panafricanisme et le COGEP, c'est un lien simple. Parce que vous êtes le conseil spécial, il faut le conseil de Charles Blé Goudet pour le panafricanisme et la promotion de l'intégration africaine. Absolument. D'ailleurs, intégration africaine qui a été inscrite au rôle, dans le gouvernement sénégalais désormais, il y a le ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Alors, voilà. Donc d'abord, il n'y a pas beaucoup de partis politiques panafricains en Afrique qui portent dans leur dénomination l'expression même de l'idéologie panafricaine. Oui. Le Congrès pour la justice et l'égalité des peuples, je dis bien Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, porte déjà en soi l'expression même de la maturation et de l'esprit panafricain. N'oublions pas qu'historiquement, dans la phase de maturation du panafricanisme, il y a eu la phase de la conférence et des congrès panafricains. Les congrès panafricains qui sont partis de 1900 à 1945. Voilà les étapes qui ont structuré et donné un esprit au panafricanisme. La première phase a consisté à trouver le nom et à jeter un esprit sur ce que les Africains de la diaspora projetaient. Maintenant, il a fallu s'asseoir pour trouver une expression, donner une âme au panafricanisme. C'est ce qui s'est fait dans le cadre de 1900 à 1945, dans ce qu'on va appeler dans l'historiographie, dans l'écriture de l'histoire du panafricanisme, les congrès panafricains. Oui. Or, nous avons un parti en Afrique aujourd'hui qui s'appelle le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Quoi dire de mieux pour expliquer que le COGEP épouse déjà le panafricanisme dans son esprit, dans son idéologie et dans son expression. Voilà. Allez, merci Dr David Eboutou, enseignant-chercheur et internationaliste, pour nous éclairer sur la question. Non, je ne me suis pas trompé de conseiller. Ah non, surtout. Ah non, il est calé sur la question. Non, je pense que nous sommes prêts. Voilà, justement. Alors, maintenant, je m'adresse au ministre Charles Blé Goudet. Vous avez été sous le président Barbeau, ministre de la Jeunesse. C'est la question d'un auditeur qui nous regarde depuis le Canada, qui savait que vous arriviez, il est resté éveillé jusqu'à cette heure-ci, qui veut savoir que pensez-vous de cette fuite des cerveaux. Le Canada reçoit des milliers de jeunes Africains qui viennent chaque jour. Pour ne citer que le Canada qu'il connaît, il y a les États-Unis, la Green Card, ils sont nombreux à bousculer pour la loterie américaine. Il y en a qui prennent le désert, qui prennent la mer pour tenter de rejoindre Lampedusa en Italie et d'autres côtes européennes. Vous avez à un moment donné de votre carrière politique, on vous a confié une jeunesse. Alors qu'est-ce qui explique aujourd'hui que cette jeunesse laisse les opportunités qu'offre l'Afrique pour tenter un mieux-être ailleurs? Vous avez dit cette jeunesse qui laisse les opportunités qu'offre l'Afrique pour chercher un mieux-être ailleurs. Moi, je ne connais pas un être humain qui peut fuir une zone, un endroit où il se sent mieux pour aller ailleurs. Parce que quand vous dites ils fuient les opportunités qu'offre l'Afrique pour aller, c'est comme si eux, ils n'aimaient pas là où ils vivent bien. Non, c'est pas vrai. La réalité, c'est que, la vérité, c'est que l'Afrique n'offre pas d'opportunités. L'Afrique n'offre pas d'espoir à ces jeunes-là. Donc, ils cherchent le mieux-être ailleurs. Tout à l'heure, j'ai parlé d'esclavage volontaire. Ça, c'est un esclavage intellectuel. Voilà, qui a lieu. Là où on a besoin de nos cerveaux, là où on a besoin des intelligences, des compétences, pour pouvoir compétir avec le reste du monde, nos médecins, nos intellectuels préfèrent aller ailleurs parce que là-bas, ils sont peut-être mieux traités. Ma question, c'est ces gens, ils fuient quoi? Ça encore, c'est ceux qui vont légalement, soit au Canada, aux États-Unis, parce que eux, ils ont besoin de médecins, ils ont besoin d'enseignants, ils ont besoin d'intellectuels. Et puis, il y a ceux qui prennent le risque de traverser le désert, qui se jettent à la Méditerranée, prêts à mourir, prêts à tout. La question, c'est qu'est-ce qu'ils fuient? Ils fuient le désespoir. Ils fuient la misère. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redonner espoir à cette jeunesse-là. Il faut lui donner des opportunités. Il faut faire en sorte que cette terre africaine puisse offrir la possibilité à cette jeunesse-là de s'épanouir là, en Afrique. C'est à cela que nous devons travailler. C'est à cela que notre génération doit travailler.
C'est à cela que l'international panafricaine doit travailler. Mais les dirigeants africains n'offrent-ils pas ces opportunités? Vous ne voyez pas sur le continent un pays qui porte l'espoir d'une jeunesse? Non. Je ne vois pas un continent qui porte l'espoir d'une jeunesse. Je vois un continent qui détruit l'espoir de la jeunesse. Je vois un continent qui obstrue la voie. Je vois un continent qui n'a pas confiance en lui-même. Je vois un continent qui se comporte comme un sac au dos. Je vois un continent qui est un éternel assisté. Je vois un continent qui, lorsque il reçoit une aide de l'extérieur, c'est ça important. Il y a un problème. Il y a un problème d'estime de soi. Il y a un problème d'estime de ce qu'on a. On n'est pas fier de ce qu'on est. On n'est pas fier de ce qu'on a. On a l'impression que le meilleur se trouve ailleurs. Il faut réussir à faire comprendre à nos populations, à travers des politiques qu'on met en place, des politiques publiques qu'on met en place, à travers des projets qu'on met en place, que le meilleur peut se trouver en Afrique. Nous avons un sol riche, un sous-sol riche, un climat qui varie. Les autres qui sont puissants ailleurs, c'est ici qu'ils viennent chercher en Afrique pour pouvoir compter dans le concert des nations. Le savons-nous? Voilà où nous en sommes. Quelle est la vision de nos dirigeants? C'est la question. On veut diriger. Mais on veut diriger pourquoi? Mais alors, cher Blegoudé, vous nous dites une chose qui est assez pertinente là, et ça dit que même les changements qu'on vit, comme le cas du Sénégal, ne portent pas d'espoir. Que pensez-vous de l'arrivée? Non. Ça, ce sont des cas isolés qu'il faut maintenant intégrer dans un processus. Le Sénégal nous donne espoir, effectivement. Le Sénégal nous montre que c'est possible. Le Sénégal nous montre qu'on n'a pas besoin de prendre des armes pour changer un système. Le Sénégal nous montre que le changement est possible à travers les urnes. Et c'est un exemple typique qui mérite d'être étudié, qui mérite d'être enseigné pour impacter la jeunesse africaine, pour impacter le changement en Afrique. Voilà la leçon que le Sénégal nous donne. Quelle différence y a-t-il entre le citoyen sénégalais et d'autres de l'espace francophone? Vous qui avez une autre idée des questions politiques, Charles Blegoudé. Le Sénégal s'est donné cette tradition de la transition par les urnes. Au Sénégal, un président, depuis Senghor, peut quitter le pouvoir et ne pas se retrouver en prison. Et ne pas se trouver forcément en exil. Il est là. Et il y a des passations auxquelles les générations ont eu l'occasion d'assister. Ce qui n'a jamais été le cas chez moi. Depuis la mort de Fauboigny, quand un président quitte, soit qu'il est sous terre, soit qu'il est en prison ou il est en exil. Et dans d'autres pays. Mais le Sénégal nous montre qu'on peut quitter le pouvoir, devenir un citoyen lambda, vivre normalement dans son pays. Cela veut dire que quand vous êtes au pouvoir, vous respectez les normes, vous respectez les règles. Parce que les lois que vous prenez contre les opposants, quand vous ne serez plus au pouvoir, sont ces mêmes lois qui seront utilisées contre vous. Le Sénégal montre aussi que être jeune n'est pas du tout un handicap. Que être jeune, c'est aussi un atout. Voici aujourd'hui que nos yeux sont ouverts, que nous sommes en vie et qu'on voit une jeune équipe qui n'a pas de maître, qui n'a pas de tuteur, qui s'est battue et qui vient au pouvoir. Et ce sont les premiers panafricanistes élus. Oui, et c'est un espoir. Et je pense que cette lumière-là devait traverser les frontières sénégalaises pour pouvoir éclairer toute l'Afrique. Pensez-vous aller leur rendre visite? C'est une évidence. Je leur laisse d'abord le temps de poser les premiers pas, de s'organiser, parce qu'ils s'installent là avec des idées nouvelles. Il ne faut pas tout de suite venir les envahir. Et il faut leur permettre de s'enraciner, de se structurer. Mais je pense qu'avant même qu'ils viennent au pouvoir, le premier ministre Sonko et moi, nous étions donc en contact depuis que j'étais à La Haye. Et je voulais ici saluer l'aboutissement de son combat, parce que l'Afrique n'a pas souvent eu la chance d'avoir ses fils commencer un combat et le conclure. En général, on nous enseigne que ceux qui commencent une révolution ne sont pas forcément ceux qui la concluent. Le Sénégal est une exception à la matière et c'est une leçon à étudier. Et je voudrais ici saluer le président Diomaye Faye et leur dire que ils sont là, un genre de tisons dans le noir et qui nous éclairent et qui nous donnent de l'espoir. Moi, je voudrais inviter les jeunes Africains à croire en eux, à croire en leur combat et à savoir que les difficultés précèdent la gloire.
Alors, dans un instant, nous aurons les préoccupations des internautes et des publics que Marie-Flore Ramassana est en train d'enregistrer. Mais Charles Blé Goudé, de retour en Côte d'Ivoire. Alors, dans une interview que vous avez accordée à Balafon Télévision, Marie-Flore Ramassana était allée en Côte d'Ivoire, capter quelques-uns de vos propos. Vous êtes toujours en politique et vous êtes à la conquête du pouvoir. Vous voyez diriger la Côte d'Ivoire un jour ou l'autre. Ce n'est pas faux. Quand on crée un parti politique, cela veut dire qu'on a une vision, cela veut dire qu'on a un projet, cela veut dire qu'on a une offre politique. Après avoir évalué l'existant, après avoir fait l'inventaire de l'existant, montrer les limites de l'existant et puis proposer quelque chose de différent ou de mieux que ce qui existe déjà. C'est le cas du COJEP et de son président que je suis. Oui, nous avons une offre et un projet pour la Côte d'Ivoire que nous voulons voir diriger autrement. Mais lors des dernières élections de proximité municipales législatives, le COJEP ne s'est pas fait sentir véritablement, Charles Blé Goudé. Non, on n'a même pas participé. Parce que quand vous dites qu'on ne s'est pas senti, c'est comme si on avait participé, qu'on ne nous a pas vu. On a décidé de ne pas participer. Parce que, on n'était pas prêt. Deuxièmement, nous avons engagé une campagne de paix qui a été dénommée Opération Zéro mort, zéro blessé. Vu que pour nous, pendant plusieurs années, pendant des décennies, les élections sont toujours accompagnées, émaillées de violences. Et annoncer une élection présidentielle ou une élection en Côte d'Ivoire, tout de suite, ça rime avec une annonce de guerre, une déclaration de guerre. Dès que vous dites c'est bientôt les élections, chacun commence à faire son petit baluchon pour quitter le pays. Non, il fallait des leaders, il fallait un leader qui a un leadership qui peut donc servir positivement. J'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire pour inviter les Ivoiriens à donner leur voix et non à donner leur vie. Et qu'une élection, c'est un carrefour d'évaluation et de changement. Voilà, vous évaluez le travail qui a été fait par ceux que vous avez mandatés. Parce que nous sommes dans un système de représentation. Ceux qui agissent en notre nom par rapport à ce que nous leur avons confié comme mission. Après 5 ans, il faut les évaluer. Si ils ont bien fait le travail, on les confirme. S'ils n'ont pas bien fait, on les change. Je pense que c'est cela que je voulais faire passer comme message. Et Dieu merci, tout s'est bien passé. Et depuis 2000, c'est la première élection qui a eu lieu sans qu'il y ait des morts, sans qu'il y ait des bagarres. Et donc, le COJEP se prépare à participer aux échéances futures. Je peux vous le dire ici. Et nous avons pris notre temps pour nous organiser. Parce que, comme mon grand-père me l'a dit, le temps que prend l'agriculteur pour aiguiser sa machette, ce n'est pas du temps perdu. Mais Charles Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo, l'ex-président de Côte d'Ivoire, va être candidat à cette présidentielle. Il a commencé à rassembler ses militants et ses soutiens. On a vu des meetings très courus. Vous êtes aussi engagé dans cette bataille électorale. Irez-vous en campagne électorale en même temps que le président Gbagbo avec votre formation politique, quand on sait dans la conscience africaine qu'il est votre parrain politique? Ce sont des questions qui vont être abordées une fois que je suis en Côte d'Ivoire. Voilà. Et Charles Blé Goudé. J'ai un parti politique. Je ne suis pas l'individu Charles Blé Goudé. Il y a mes relations personnelles. Et puis il y a le parti qui doit décider, qui a ses instances. Il faut qu'on respecte souvent la douleur de nos camarades. Pendant 12 ans que j'étais absent, mes camarades ont porté ce parti. Ce ne sont pas des gens qui sont riches. Parce qu'en général, pour cacher leur inconstance, les gens évoquent leur misère. Ils disent, je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Ah bon? On a toujours le choix. On a toujours le choix, seulement chaque choix a ses conséquences. Ce dont les gens ont peur, c'est d'assumer les conséquences de leur choix. Donc moi, j'ai un parti politique. Mes camarades qui ont porté ce parti, pendant que je n'étais pas là, je dois les respecter. Je dois respecter leur douleur. Ils vivent des difficultés. Ils n'ont pas pris prétexte de leurs difficultés pour sauter dans le bateau de ceux qui ont l'argent ou qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est pourquoi j'attends qu'on se réunisse et puis je vais me soumettre aux décisions qui seront prises. Ouais. Alors, Charles Blé Goudé, permettez-nous juste le temps de la pub et puis Marie-Flore, on va conclure par là. Marie-Flore Ramassana a des préoccupations des Africains qui nous suivent de par le monde entier. Sacré matin. Bon bagaille.
Nous accueillons toujours le ministre Charles Blé Goudé dans cette émission, le chouchou des Camerounais. Vous savez à quel point vous le portez dans votre cœur. Camerounais et des Camerounaises. Les Camerounaises, Charles Blé Goudé est à Douala, il est au Cameroun et il nous a rendu ce matin une visite à Radio Balafon et c'est tout à fait normal que nous puissions lui accorder cette tribune. À vous également qui avez des préoccupations, qui voulaient justement qui répondent à vos questions. Marie-Flora Massana. Les auditeurs d'ailleurs qui saluent la présence de Charles Blé Goudé en terre camerounaise, ils vous disent bienvenue au Cameroun. La première question, bien sûr, je ne vais pas donner les noms, je vais recenser la plupart des questions enregistrées ce matin. Vous dites que vous n'acceptez pas les autorités qui empêchent au peuple de s'exprimer, mais pourquoi avoir rendu visite au ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji? Merci. Moi, je suis Charles Blé Goudé. Je suis un homme politique. J'ai été ministre dans mon pays. Quand je viens dans un pays autre que le mien, l'élégance politique et la responsabilité qui est la mienne exigent que je rende la civilité aux autorités qui sont en place. Ce n'est pas moi qui choisis les autorités camerounaises. C'est vous qui les avez choisies. Non, c'est le président de la République. Non, je parle des autorités. Donc je ne sais pas pourquoi vous voulez donner un autre objectif à ce qui explique ma présence ici au Cameroun. Je suis venu au Cameroun pour saluer les Camerounais dans leur globalité. D'accord? Oui. Et quand j'arrive au Cameroun, j'ai été ministre dans mon pays. Quand j'arrive, j'ai fait la démarche pour saluer les autorités qui sont en place. Maintenant, comment je pars? Vous êtes libre de ne pas les saluer. Et voilà, c'est vous qui les choisissez. Je ne sais pas pourquoi vous voulez. Nous les aimons bien. Voilà, donc comment j'arrive dans un pays? Je ne suis pas un activiste. Moi, je ne suis pas un activiste. Je vais faire cette précision. Parce qu'il faut faire une précision oui. entre l'activisme. Moi, je vais diriger la le Côte d'Ivoire demain. D'accord? J'ai un projet politique pour impacter les vies. Je ne suis pas celui qui dénonce seulement. Non. Donc, demain, j'aurai à collaborer avec les autorités du Sénégal, du Cameroun, de la RDC ou d'un autre pays. Donc, quand vous êtes un homme politique, quand vous arrivez dans un pays, oui, vous faites la démarche de politesse, pratiquement le mot, de civilité, de protocole. Oui. C'est exigé, c'est cela. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que j'ai lu ces mots-là sur des commentaires sur Facebook. Moi, je ne suis pas un Facebooker. Moi, je suis un politique. Il faut que les gens se le tiennent pour dire. Voilà, un bébé que vous allez prendre sur votre poitrine demain, évitez de le traîner dans la boue. Il va vous salir après. Si demain je suis chef d'État en Côte d'Ivoire, qu'un Camerounais arrive chez moi en tant qu'opposant politique ou homme politique, oui, il doit venir me voir. Donnons-nous des règles. Donnons-nous des règles. On ne fait pas la politique. C'est pas de l'amusement. Il y a des civilités. Ouais. Et c'est exigé. Et j'ai été faire cela au Cameroun. Vous me voyez en train d'arriver dans un pays autre que le mien, en tant qu'homme politique, en tant qu'ancien dirigeant. Et j'arrive et j'ignore les autorités de ce pays-là sous prétexte qu'ils auraient confisqué des libertés. Moi, je n'ai pas trouvé le Cameroun dans la rue. Vous êtes tranquille ici, non? Oui. Alors, une autre préoccupation. Avez-vous l'intention de rencontrer les opposants camerounais pendant ce séjour au Cameroun? Moi, je rencontre tout le monde. Matomba n'est pas au pouvoir. C'est un opposant. Il est dans ce studio d'ailleurs. C'est lui. Et il y a d'autres amis que j'ai rencontrés aussi. Vous voyez? Et ce n'est pas parce que vous ne voyez rien se passer qu'il ne s'est passé rien. Il y en a qui adorent le spectacle. Moi, je ne suis pas venu jouer à un jeu. Vous n'êtes pas un artiste? Je ne suis pas un artiste. Moi, je suis politique. Donc, je rencontre des gens, j'échange avec eux. Je voudrais préciser, je suis venu ici pour dire merci aux Camerounais. Je ne suis pas venu ici pour ensemble, en fait. Je ne suis pas venu ici pour faire une révolution. Je suis venu ici pour dire merci aux Camerounais qui m'ont soutenu pendant que j'étais en prison. Je suis venu ici pour dire merci à Maître Kadi aussi, qui était mon avocate, qui a payé pour mes enfants, qui payait les billets d'avion pour aller me rendre visite en prison, alors que je n'étais plus rien. Je dormais à terre. Mais Maître Kadi, elle vient d'où? Du Cameroun. Elle vient du Cameroun. Et pour le moment, ceux qui portent la voix du Cameroun, ce sont les autorités. Donc je dois aussi les saluer. Maintenant, en 2025, vous avez vos élections. Vous avez toute l'opportunité d'échanger ceux que vous estimez qui ne peuvent pas diriger votre pays. Pourquoi vous voulez me mêler à ça?
La question une autre question. Ah non, ça là, il faut qu'on en parle. Hein. Oui. Et ça, il faut qu'on en parle parce que... Oui, parce que c'est revenu énormément. Voilà, parce que ça va dans tous les sens. Pourquoi il allait saluer nos bourreaux? Moi, je suis venu ici vraiment dans une démarche de fraternité. Qui est bourreau de qui? Voilà. Donc, je souhaite qu'on ne puisse pas aller dans tous les sens. Quand on veut mener un combat, on le détermine, on se donne les moyens de le mener, on se donne la méthode de le mener, mais on ne saisit pas n'importe quelle occasion pour pouvoir salir les gens pour rien. Non. Ce qu'on retient, c'est que vous n'êtes pas un activiste, vous êtes un politique. Je ne suis pas un activiste, je suis un politique. Quand on vient dans un pays, on va saluer le chef du village. Ça, c'est africain. Ça ne veut pas dire qu'on est membre... En plus que vous êtes un ancien dirigeant de Côte d'Ivoire. Ça ne veut pas dire qu'on est membre de la notabilité du village, parce qu'on a salué le chef du village. Mais en Afrique, quand vous allez dans un village, vous vous signalez auprès du chef du village pour dire, chef, je suis là. Chef, voici pourquoi je suis là. Et puis vous allez maintenant dans le village pour aller voir vos amis pour qui vous êtes venus. Ça, c'est une éducation. La connaissance, réciter les pensées de Platon, de Nietzsche, de Mao, ça c'est la connaissance. L'éducation, c'est à la maison. Moi, j'ai eu l'éducation africaine. Moi, je suis né au campement. Et je sais comment ça fonctionne en Afrique. J'aime bien les Camerounais. Ce sont mes frères. Je leur dis merci de m'avoir soutenu. Parce que je suis allé dans un trou, je suis revenu. Je veux qu'on soit en harmonie et qu'on regarde ensemble notre avenir. Je rappelle d'ailleurs que vous avez respecté les décisions des autorités ivoiriennes lorsqu'elles ont d'abord accepté, puis ont interdit la cérémonie de votre retour en Côte d'Ivoire. C'était au mois de novembre dernier. Oui, parce que moi je ne... Vous êtes respectueux des institutions. Moi je ne confonds pas l'essentiel et le périphérique. Qu'est-ce que je veux? Je veux un jour présider aux destinées de mon pays. C'est très clair dans ma tête. Mon projet, je le porte. Je voulais fêter avec mes amis l'an 1 de mon retour. Les autorités de mon pays ne l'ont pas interdit comme ça. Ont estimé qu'il y avait des risques sécuritaires. En ce moment, on savait ce qui s'est passé entre un opposant et le régime. Il y avait des menaces. J'ai dit, la fête, on peut la célébrer à tout moment. On n'a qu'une seule vie. Là où on parle de la vie des Ivoiriens qui est en danger, moi, Charles Bleu Goudet, je dois m'incliner. C'est cela. Parce que c'est eux que je vais diriger. Je ne veux pas m'auto-célébrer. Moi, je respecte les institutions de la République. En 2002, en Côte d'Ivoire, quand les institutions de la République ont été attaquées par des armes, je me suis dressé dans la rue. En 2004, quand les chars français ont encadré, ont envahi la résidence de l'ancien chef d'État, là encore, j'ai appelé les Ivoiriens dans la rue. Je sais à quel moment, quand l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire a été dissoute en son temps par ce qu'on a appelé le GIT, le groupe international de travail, j'ai estimé que c'était choquant qu'un dit groupe, soit-il international, puisse dissoudre l'Assemblée nationale d'un pays. J'ai pris mon matelas, je suis allé devant l'ambassade de France. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a été rétablie. J'ai des méthodes de combat. Moi, je ne suis pas dispersé. Hein. Moi, je ne suis pas dispersé. On est ensemble, mais on n'est pas mélangé. C'est tout. et d'ailleurs, ce qu'on peut recevoir les salutations, hein, il salue la grandeur de votre grandeur d'esprit. Monsieur le ministre Charles Blé Goudet, c'est Pierre Lebon Ilanga, un ancien, c'est un grand journaliste du Cameroun qui a pris sa retraite, maintenant directeur de publication et qui également souhaite parler à David Eboutou. Il t'appellera après l'émission, David, docteur David Eboutou. Ah, une invitation en direct. Ah oui, bien sûr. Peut-être qu'il y a longtemps qu'il le cherche, il le trouve. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. David est entre deux avions ces derniers temps, c'est pas évident. Autre préoccupation d'auditeurs, que pensez-vous du Cameroun par rapport aux relations internationales, Cameroun-Afrique notamment, les autres pays africains et Cameroun-Europe, quand on parle de gouvernance actuelle dans... donc là c'est un autre sujet. Cameroun, mais Afrique et... Moi je vais vous dire une chose. Le Cameroun, il y a un genre de contradiction. C'est ce que j'ai remarqué. Hein. Vous avez un peuple debout. Et puis j'attends souvent aussi qu'il y a une contradiction avec les autorités locales. Mais ces autorités sont celles-là qui sont des panafricains. Peut-être que vous ne le savez pas. Moi j'étais au Ghana. Moi je vous explique. Moi j'étais au Ghana. J'ai été arrêté au Ghana. Ma porte défoncée. Menottée.
On ne me présente même pas un avocat. On me met dans un coffre de voiture, direction Côte d'Ivoire. Le Ghana est connu comme un pays démocratique, mais je vous parle de ce que j'ai vécu. Moi, je ne parle pas des livres. La terre du panafricanisme d'ailleurs. Oh oui. Avec Kwame Nkrumah. J'ai été arrêté au Ghana le 17 janvier 2013 à 6h du matin, ma porte défoncée, sans même qu'on m'ait présenté à un seul avocat. Les Ghanéens ont osé me transporter en Côte d'Ivoire. Quand j'en parle, je suis en colère. Sans même qu'on ait respecté le minimum, mes droits. Mais, à contrario, le ministre Kone Katina, la même année, a été arrêté, ici au Cameroun. Il n'a pas été extradé en Côte d'Ivoire. Il a été libéré. Et il est reparti. Voici la contradiction. Saviez-vous? Oui, c'est vrai que le Cameroun. Vos autorités soutenaient même nos prisonniers. Beaucoup étaient réfugiés ici d'ailleurs. Ils sont d'ailleurs, beaucoup travaillent au Cameroun. Vous parlez seulement des réfugiés. Quand on est en prison, on a besoin de soutien. Et vous savez de quoi je parle. Vos autorités ont été là. Voilà la contradiction. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas parce que vous ne voyez rien se passer qu'il ne se passe rien. J'ai fait juste la comparaison. Là où au Ghana, qui est vu comme la terre du panafricanisme, le pays de Kwame Nkrumah, un jeune panafricaniste, Charles Blé Goudé, est arrêté, menotté, même pas être présenté à un avocat. On le met dans un coffre de voiture, il est parti. L'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire a osé me trouver à la DST pour me dire, est-ce que vous êtes bien traité? Je l'ai regardé. Mais pour le respect que j'ai pour le Ghana, je ne lui ai pas dit mot. Vous m'arrêtez, vous me mettez. Vous me remettez à des gens. Et après, vous osez venir me trouver à la DST, me demander est-ce que vous êtes bien traité. C'est culotté quand même, non? Là où, ici au Cameroun, un autre ancien ministre qui était traqué, qui avait un mandat d'arrêt international contre lui, est arrêté. Mais les autorités camerounaises n'ont pas agi comme les autorités ghanéennes. Donc ça veut dire que vous avez certainement une autre lecture de ce que les Camerounais... Non, vous avez vos réalités locales, que moi je comprends. Je vous présente l'autre réalité par rapport au combat panafricain que nous menons, nous. Et je vous ai pris deux exemples différents, pratiques. Maintenant, je ne me mêle pas des élections du Cameroun. Ce n'est pas à moi de choisir vos dirigeants. Il y a quelqu'un qui m'a demandé lors de ma conférence la dernière fois, quel est votre projet pour transformer le Cameroun? J'ai dit, mais comment? Comment? Mais comment? Mais je comprends que Blé Goudé, dans ses combats, dans ses discours, a suscité beaucoup d'espoir. Et ça, je comprends. Mais je veux que ce soit aussi notre... responsabilité de former ceux avec qui nous travaillons. C'est très important. La formation politique. Parce que quand on ne forme pas vos militants ou vos compagnons, ça va dans tous les sens. Et la question d'un auditeur, Charles Blé Goudé, est-ce que vous pensez que les Camerounais ont plus espoir en des personnes qui viennent de l'extérieur qu'en eux-mêmes? Sur l'exemple que vous avez pris tout à l'heure, ça veut dire qu'on a plus espoir à Charles Blé Goudé qui est en Côte d'Ivoire. Puisqu'on vous soumet les problèmes du Cameroun. On vous soumet les problèmes du Cameroun alors non. Cet individu n'était pas en mission, il n'a pas été mandaté par les Camerounais. Donc il ne peut pas parler au nom de tous les Camerounais. Donc à partir du singulier, je ne peux pas parler du pluriel. Je ne peux pas partir du particulier au général. Ce n'est pas parce qu'un individu qui avait envie de dire des choses, qui a vu Charles Blé Goudé, il était content. Et que moi, à partir de ce que lui a dit, j'ai dit les Camerounais. Vous savez, un jour, un ami me dit, Charles, tu as pris telle position, les Ivoiriens ne sont pas contents. J'ai pris mon sang-froid. Je lui ai dit, tu les as rencontrés où les Ivoiriens? Dis plutôt que tes amis avec qui tu étais à table hier n'étaient pas contents de moi. On est 29 millions d'habitants. Toi, tu les as rencontrés dans quelle case? Souvent, on se trompe. Et on se prévoit de parler au nom des gens qu'on ne connaît même pas. Donc ce ne sont pas les Camerounais qui parlent. Même ceux qui sont en train de parler sur votre micro, sur votre ordinateur, ce sont des Camerounais, ce ne sont pas les Camerounais. Voilà. C'est une partie qui exprime des opinions qu'on doit respecter. Donc est-ce que les Camerounais ont espoir à l'extérieur? Je pense que les Camerounais sont des panafricains. Il faut le leur reconnaître. Dans le froid glacial de la Haye, aller marcher chaque fois, venir se battre pour avoir un ticket, pour avoir accès à un prisonnier qui est décrit comme un monstre.
Ça, il faut le saluer. Les Camerounais ont été sur tous les fronts. Maintenant, en interne, je ne crois pas être outillé pour maîtriser les réalités locales du Cameroun. D'accord? C'est ça que je veux qu'on puisse au moins me concéder. Voilà, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de larmes dans ses yeux qu'il faut aller à toutes les funérailles. La question, j'imagine que vous y attendiez, vos rapports avec Guillaume Soro et le président Laurent Gbagbo actuellement qui lui... Moi je suis venu au Cameroun pour parler de moi et de mon parti et de mes projets. Je suis président d'un parti politique. Je ne crois pas que quand vous recevez les autres, si vous parlez de moi. Je ne suis pas leur porte-parole. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? On peut passer à autre chose. La question de Sobdieu depuis Ngaoundéré. Il salue d'ailleurs et il dit qu'il vous suit depuis. Il dit c'est quoi la suite après notre grande victoire? Je reprends son mot, sa question en intégralité. C'est quoi la suite après notre grande victoire, président Blé-Goudé? Oui, vous savez, le combat du panafricanisme est un long chemin qui a des étapes. Il y a des moments où on désespère, il y a des moments où l'espoir renaît. Aujourd'hui, avec ce qui se passe au Sénégal, l'espoir renaît. Il faut étudier maintenant la méthode sénégalaise pour voir comment ça peut impacter les autres pays. Moi, je suis pour le combat sans violence. Moi, je suis pour le combat qu'on mène avec méthode. Ça peut prendre du temps, mais quand ça aboutit, ça s'enracine. Voyez-vous, oui. Le frère Sonko, aujourd'hui Premier ministre, a un projet. Il exprime ce qu'il veut faire. Nous, qui sommes dans ce combat, c'est comme une lumière renaît. Et moi, je pense que c'est une victoire qui ouvre encore des portes. D'autres pays africains, d'autres jeunes africains, moi je souhaite qu'ils soient aussi au pouvoir dans leur pays. Et vous verrez que mon souhait, c'est qu'on ait une charte de développement. Un développement panafricain. Et que celui qui est au pouvoir au Cameroun demain, celui qui est au pouvoir au Tchad demain, celui qui est au pouvoir au Burkina Faso demain, nous sachions tous qu'on a une matrice pour développer l'Afrique. Allez-vous aller vers ce projet? Il y a ce qu'on peut accepter, il y a ce qu'on peut refuser. Mais tant que nous ne nous concertons pas, nous serons dispersés et nous serons la proie des prédateurs qui ont besoin de le prendre pour exister. Puisqu'on va vers la fin de l'entretien, ministre Charles Blé-Goudé, gardez-vous encore en esprit ce fameux projet, tant cher à Kwame Nkrumah et que Muammar Kadhafi voulait implémenter, des États-Unis d'Afrique et de faire sauter les frontières, c'est une barrière douanière pour permettre qu'on ait une économie inclusive qui permettra à l'Afrique de tutoyer le monde. Restez-vous sur cette ligne-là depuis? Vous avez parlé d'inclusivité, c'est ça qu'il faut à l'Afrique. Faites tomber les barrières. Pour venir ici, par exemple, moi, il me fallait un visa. Un Camerounais aussi parti en Côte d'Ivoire, vice-versa, il fait un visa. Est-ce que c'est utile? Pourquoi on ne peut pas faire tomber ces barrières-là d'abord? Ce sont d'abord des frontières que nous n'avons pas nous-mêmes tracées. J'ai pris l'avion à Abidjan, j'ai atterri au Cameroun, je n'ai pas du tout senti que j'ai changé de pays. Moi, je souhaite que nous puissions faire tomber ces barrières-là. D'abord dans un premier temps. D'abord au niveau mental, considérons-nous comme le même peuple unique. Quittons les Afriques pour être l'Afrique. Ce peuple a une communauté de destin. Il y a une histoire commune, douloureuse. Comment nous changeons cette douleur-là en espoir? C'est à cela que la nouvelle génération doit travailler. Et c'est à cela que moi je m'emploie avec les tournées que je fais. Je ne me fais pas des tournées pour dresser les uns contre les autres. Je fais des tournées pour rassembler autour de projets au nom de l'Afrique. Cher monsieur, c'est à cela que moi je souhaite que nous travaillions. Alors, le projet qui a été porté par nos dévanciers, comme Nkrumah, Patrice Lumumba, Thomas Sankara et les autres, il est encore possible. Pourvu que nous nous donnions la main. Pourvu que nous comprenions que c'est ensemble que nous pouvons gagner. L'Union européenne a été mise en place pourquoi? Pour créer un marché commun face aux concurrents américains. Aujourd'hui, notre concurrent asiatique. Maintenant, il ne reste que l'Afrique. Nous, est-ce qu'on va accompagner les autres toujours? Aller voter les résolutions à l'ONU pour donner la force aux autres puissances? Ou est-ce que nous allons être une entité qui pèse? C'est à cela que nous devons travailler. Et les BRICS? Le nouvel ordre mondial? Oui, cette multilatéralité donne la chance aux plus petits.
pour qu'ils puissent compter. Voilà toute la chance qu'il y a là. Tant que c'est un monde unipolaire, on nous impose ce qu'eux ils pensent être juste, mais en réalité, nous venons pour servir les autres. Donc cette multilatéralité qui est créée est une opportunité. C'est comme par exemple, sur un marché, quand il y a la concurrence, c'est le client qui en bénéficie. Comment l'Afrique tire parti de cette multilatéralité? Des gens qui sont prêts à payer des billets d'avion pour aller pleurer un incident qui a eu lieu en Europe, mais ils sont incapables d'aller autour d'un autre pays africain. C'est un peu tout cela. La question de Bertin Tinda à Charles Blé Goudet, comment décrivez-vous l'impact actuel du panafricanisme et quel rôle jouent les dirigeants africains dans la promotion de cette idéologie? D'abord, pour le moment, les dirigeants africains ne jouent aucun rôle pour promouvoir le panafricanisme. Les organisations sous-régionales et régionales qu'ils dirigent ne sont que sur papier. C'est pas pour le peuple. Vous partez de l'Union africaine. Oui, d'abord de la CEDEAO chez moi, en Afrique de l'Ouest. On va vous parler des libres circulations des biens et des personnes. Pourtant, pour partir de la Côte d'Ivoire au Ghana, tu dois payer. Tu dois payer. Je te dis payer. Et tu ne payes même pas officiellement. Ce sont des agents qui sont assis là. À qui tu dois donner de l'argent pour payer. Arriver à la frontière entre le Ghana et le Togo, le même exercice. Entre le Bénin et le Togo, le même exercice. Ainsi de suite. Alors que moi, j'ai pris la voiture avec mes amis. On est parti de Paris. C'est juste un panneau qui nous dit qu'on est à Bruxelles. Ensuite, c'est juste un panneau qui nous dit qu'on est en Hollande. Il n'y a aucune barrière douanière ni policière. Les policiers qui sont entre les pays là, ils font quoi là? Il faut faire tomber ces barrières. L'Afrique, c'est un marché. C'est une population de 1,4 milliard. Le double de l'Europe. De l'Union européenne, qui est 700 millions. Nous, on est 1,4 milliard. Le double. Vous voyez, c'est un marché potentiel. Mais comment nous l'exploitons? Comment nous nous donnons des règles communes pour créer un marché commun qui puisse bénéficier aux Africains? Qu'est-ce que le Cameroun produit que la Côte d'Ivoire n'a pas? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire produit que le Tchad n'a pas? Qu'est-ce que le Burkina produit que le Sénégal n'a pas? Comment nous créons ce marché-là entre nous? D'abord, avant d'aller à la conquête des autres marchés, pour pouvoir compter en tant qu'entité. C'est ce que l'Europe a compris. Je souhaite que les Africains le comprennent. Et ça, c'est notre responsabilité. Il y a ceux qui ont lutté pour les indépendances. C'est vrai que leur contenu n'est pas ce que nous voulons. Du moins, reconnaissons leur combat. Il y a ceux qui ont été là pour la négritude. Il y a ceux qui ont combattu pour le multipartisme. Nous, notre génération. Le combat de la souveraineté sans rejet de l'autre, c'est notre combat. Je ne suis pas aussi pour qu'on quitte un maître pour aller chez un autre maître. Vous parlez de la Russie ou de la Chine? Non, moi je ne dis le nom de personne. Je dis de manière impersonnelle. Il faut que l'Afrique puisse comprendre qu'elle n'est pas obligée d'aller chercher un pôle ailleurs. L'Afrique peut être le pôle. Tout le monde est d'accord que l'Afrique est une terre d'opportunité. Tout le monde est d'accord que l'Afrique est une terre d'avenir. Mais une terre d'avenir pour qui? Est-ce qu'on le sait? Tout le monde nous envie. Tout le monde croit en notre potentiel, sauf nous-mêmes. On n'a pas confiance en nous. Pourquoi? On a toujours le regard ailleurs. On est convaincu en Afrique que le meilleur se trouve ailleurs. Pourtant, tout ce qui brille n'est pas dehors. Pardon? Tout ce qui brille n'est pas dehors. Mais c'est vrai, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà. Peut-être la dernière question, Charles Blé Goudet. Allez-vous légaliser la polygamie une fois au pouvoir en Côte d'Ivoire? Pardon? Allez-vous légaliser la polygamie une fois au pouvoir en Côte d'Ivoire? La question d'un internaute. C'est la question d'un internaute. C'est vrai qu'on est content de tout ce qui s'est passé au Sénégal tout récemment. On va retenir simplement cette démocratie, on va retenir simplement ce peuple qui se donne les moyens de choisir ses dirigeants. On va féliciter Ousmane Sonko qui était vraiment très constant dans son combat. On va retenir Ousmane Sonko qui n'a pas tout réduit à sa personne. Ousmane Sonko qui nous donne une leçon de pouvoir renoncer pour gagner. C'est ça qu'il faut retenir. Renoncer pour gagner. Renoncer pour gagner. Il a renoncé à la présidentielle en ne réduisant pas tout à sa personne, en ne disant pas Ousmane Sonko ou rien. Non, il a compris que c'est ensemble qu'on gagne. Il a fait la passe à Diomaye. Diomaye est devenu président. Diomaye a nommé Ousmane Sonko Premier ministre. Mais on n'est pas naïf. Celui qui porte le projet, il s'appelle Ousmane Sonko.
mais c'est l'équipe qui a gagné. Et je souhaite que nous qui avons l'opportunité d'être à la tête d'organisations politiques et autres qui portent un projet, réunissons-nous autour des projets, réunissons-nous autour d'idées, évitons de lier nos avenirs à des individus. C'est vrai que ce sont des visages qui portent un projet, mais à un moment donné, si l'un ne peut pas, l'autre peut le faire. Je vais vous prendre un exemple pour dire que moi je crois en l'Afrique. Et c'est pas là que je vais finir. J'arrive à la Cour pénale internationale. La règle était quoi? Quand vous arrivez, il y a un registre où il y a des avocats dits chevronnés. Vous n'avez pas le choix que de choisir seul. J'ai dit non. J'ai dit non. Vous ne pouvez pas choisir des avocats à ma place. Ils m'ont commis un premier avocat avec qui j'ai fait 2-3 mois. Après, je lui ai dit merci pour le service rendu. Mais je vais faire appel à mes camarades. Il dit, quels camarades? J'ai dit, j'ai fait l'université avec des amis qui sont aujourd'hui des juristes et des avocats. Et il me regardait comme un petit forcené. Il dit, mais est-ce que vous savez de quoi vous parlez? On parle de la Cour pénale internationale. Ils n'ont aucune expérience. J'ai dit, ils vont apprendre. L'expérience est définie comme la somme du vécu. Ils vont apprendre. Ils vont vous condamner. J'ai dit, c'est pas grave. Ils vont apprendre. J'ai appelé Indri Claver, avec qui j'ai fait l'université d'Abidjan, qui n'a jamais mis les pieds dans un seul amphithéâtre européen. J'ai appelé Serge Bougnon, avec qui j'ai fait l'université d'Abidjan, avec qui j'ai fait la cité universitaire de Yopougon, qui n'a jamais mis les pieds dans une seule université en Europe. J'ai appelé Mantzoku, avec qui j'ai fait aussi la cité universitaire de Yopougon. J'étais au bâtiment E de la cité universitaire avec Maître Zoku. Ces 3 jeunes sont venus. Eux-mêmes m'ont dit, mais Charles, nous on ne connaît pas la CPI. J'ai dit, vous allez la connaître. C'est moi le prisonnier. Je suis prêt à rester ici. Écoutez-moi seulement. Vous allez traduire dans le langage juridique ce que moi je vais vous dire. On va démystifier cette cour. Je suis devant vous en tant qu'un homme libre. Grâce à ces Qui m'a Africains. libéré? Ce sont ces jeunes avocats qui m'ont libéré. Il faut croire dans les valeurs de l'Afrique. Arrêtons cet esclavage volontaire. Arrêtons cette mentalité de coloniser et puis venir faire des discours devant les caméras à tout moment. Alors qu'on est content, je vais à Dubaï. Toi, tu sais qui a construit Dubaï? Dubaï, c'était un désert. Il a fallu quelqu'un pour le concevoir. Qu'est-ce qu'on nous enseignait sur la Chine quand on était encore à l'école? Ils ont faim parce qu'ils sont nombreux. Oui. Voilà la Chine aujourd'hui, qui concurrence l'économie occidentale. J'ai lu quelque part que le premier esclave aux États-Unis, c'était un Chinois. Les États-Unis doivent aujourd'hui à la Chine. C'est ça. On peut moins bavarder, quitter devant les murs de lamentation, et puis travailler. Parce qu'on passe tout notre temps à pleurer sur notre passé. C'est vrai, c'est un passé douloureux. Quelles sont les leçons que nous en tirons pour pouvoir avancer? C'est à ce stade-là que nous sommes. Moi, j'ai pris le risque de me faire défendre par des avocats noirs qui disent qu'on n'avait pas d'expérience. Le résultat, il est là. Il faut quelqu'un pour prendre ce risque. Après, Maître Kadi nous a rejoints avec 4 avocats africains. Jusqu'à aujourd'hui, je suis le seul détenu africain qui, quand il est arrivé à la CPI, est venu avec l'Afrique. J'ai fait entrer l'Afrique à la Cour pénale internationale. Et l'Afrique est sortie de là avec un trophée de la victoire. Et la CPI a été démystifiée. C'est possible. C'est comme ça qu'on agit. Alors, ministre Charles Blé Goudet, je voudrais annoncer à tous les auditeurs de Balafon, ils nous écoutent à travers le pays, nous sommes dans 7 régions sur 10, que vous donnez aujourd'hui, monsieur le ministre, une conférence sur la CPI et la démocratie africaine. C'est très important de suivre ça. À partir de 14h, soyez à l'heure à l'hôtel Aqua Palace. Si. Venez poser toutes vos questions, ministre Charles Blé Goudet. Vous voulez en savoir davantage sur la justice internationale et les démocraties en Afrique. Voilà donc 2 sujets qui sont parfaitement liés et qui vous vont davantage cultiver votre intelligence sociale et internationale sur des questions de la conjoncture actuelle qui mine le monde. Et à partir de cette expérience de vécu de Charles Blé Goudet, vous allez comprendre comment le monde marche aujourd'hui. Je précise que c'est ma dernière conférence. Oui. Parce que je pars demain. Je suis là depuis le 3 avril. Oui, ça fait une semaine déjà. Demain c'est le 11. Donc ça fait 8 jours pour le moment. Donc il ne faut pas diminuer mes jours. Voilà, j'ai fait 8 jours, ça doit retenir que j'ai fait 8 jours. 8 jours au Cameroun. 8 jours au Cameroun. 9 jours, puisque je vais le 11. C'est après demain que je pars. Moi je voulais d'abord, une fois encore, dire merci à tout le peuple camerounais. Par tous ceux qui nous écoutent. Merci de m'avoir soutenu.
Au-delà de moi, c'est le combat de l'Afrique que vous avez soutenu. C'est un fils de l'Afrique qui vous parle. Et puis, donnons-nous la main. Je vous attends, vous tous, demain à Aqua Palace. Aujourd'hui, monsieur le premier secrétaire, c'est aujourd'hui. Je vous attends, vous tous, aujourd'hui, à partir de 14h à Aqua Palace. Nous allons donc échanger autour de l'Afrique. Et puis, je suis ouvert à toutes les questions. Je dis merci aussi à tous les médias panafricains qui m'ont soutenu. Je ne vais pas les citer ici un à un, mais je dis bien à tous les médias qui m'ont soutenu. Tous ces journalistes, tous ces chroniqueurs, tous ces panélistes qui sont passés sur tous les plateaux, je voudrais ici leur dire, je leur suis reconnaissant. Malheureusement, je ne peux pas faire le tour de la maison de chacun pour le saluer dans sa maison. C'est pourquoi le digital nous donne l'opportunité de dire merci. Vous tous qui m'écoutez, je dis merci à tous les journalistes panafricains, à tous les médias camerounais qui m'ont soutenu ici sur les plateaux. Leurs propos ont transpercé les murs de la prison de Scheveningen et je les ai entendus. Et aujourd'hui, je suis venu leur dire merci. Merci, monsieur le ministre Charles Blé Goudet. C'est un honneur pour nous de vous accueillir. Merci infiniment, Dr David Eboutou, et le premier secrétaire du PURS, Serge Espoir Matomba, qui a rendu tout ceci possible. Et merci au peuple camerounais qui a suivi avec intérêt et qui a pris justement des notes sur ce qu'on appelle le panafricanisme. Merci beaucoup de m'avoir invité ici. Merci. Alors, nous vous proposons un petit déjeuner au 3e étage. Ça ne va pas m'énerver du tout. 6h, 9h.